Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades. Certaines révolutions sont ancrées dans l'imaginaire et constituent des références atemporelles. La France en 1789-1793, la Commune de Paris en 1871, la Russie en novembre 1917, la Chine en 1949 ou encore Cuba en 1959. D'autres ont été oubliés, faute d'avoir pu se concrétiser. C'est le cas du Portugal, dont nous fêtons en ce 25 avril 2024 les 50 ans de la Révolution des œillets. Une révolution qui, fortement négligée, n'en constitue pas moins une expérience riche et intense, dont les enseignements font terriblement écho aujourd'hui, lorsque l'on consulte les archives. Et pour comprendre cette révolution avortée, les archives du Parti socialiste en particulier, disponibles à la Fondation Jean Jaurès à Paris, et sur lesquelles j'ai personnellement travaillé quand je réalisais mes études de recherche en histoire, sont extraordinairement révélatrices. Tout commence le 25 avril 1974, lorsque la plus vieille dictature militaire d'Europe occidentale, instaurée en 1926, s'écroule au Portugal sous les coups de boutoir de capitaines, qui composent le mouvement des forces armées, le MFA. Ainsi débute ce que l'on appelle la révolution des œillets, suscitant un immense espoir pour les masses et également de grosses sueurs froides pour les États-Unis et leurs alliés ouest-européens. En effet, les capitaines du MFA qui veulent en finir avec les guerres coloniales en Afrique lusophone dans lesquelles s'est englué le régime salazariste à partir de 1961 se caractérisent par leur attrait pour les idées tiers-mondistes, voire marxistes-léninistes. Ces idées vont faire bouillir la capitale Lisbonne pendant près de 18 mois. Le temps pour l'axe euro-atlantique de l'époque de reprendre les choses en main et de couper les œillets. Avec le sécateur capitaliste, cela va de soi. Pourtant, l'espoir rouge existe à l'époque, et il est incarné par ces fameux capitaines, et leurs chefs, à commencer par Otelo de Carvalho, un partisan du conseillisme, donc très méfiant envers les partis, et notamment envers le Parti communiste, mais pas celui-ci spécifiquement, mais aussi par Vasco Gonçalves, général proche du Parti communiste portugais, le PCP. Le PCP constitue d'ailleurs, avec le MFA, qui est à l'avant-garde du processus révolutionnaire, l'un des acteurs centraux de l'évolution de cette révolution. Une évolution impulsée par le secrétaire général du PCP, Álvaro Cunhal, jeune communiste dans les années 1930, résistant antifasciste qui a dû s'exiler et qui rentre triomphalement à Lisbonne le 30 avril 1974, la veille d'un 1er mai resté mémorable. Lisbonne devient alors une terre de pèlerinage pour les forces politiques de gauche, socialistes bien sûr, trotskistes également, communistes, mais aussi pour les syndicalistes français. Lisbonne devient également le terrain d'expérimentation. Des expérimentations socialisantes audacieuses comme l'occupation des terres par les masses, ce qui nourrit d'ailleurs la tentative de réforme agraire, mais aussi les nationalisations des banques et de l'industrie. Mais Lisbonne devient également un terrain d'affrontement avec les forces réactionnaires, ébranlées par l'effondrement du régime salazariste et qui peuvent compter à la fois sur des piliers internes, notamment l'Église qui a soutenu le régime salazariste jusqu'au bout, et extérieurs. Extérieurs, ce sont notamment les États-Unis, totalement surpris par le 25 avril 1974 et qui, pour vite redresser la situation, dépêche Frank Carlucci, agent notoire de la CIA et expert en complot contre-révolutionnaire pour contrer l'arrivée au pouvoir des forces communistes. Pourtant, ces dernières, désireuses de ne pas nourrir la réaction et de privilégier la décolonisation, qui était quand même l'un des enjeux centraux de l'époque, s'en tiennent, au moins au début, au programme de la révolution démocratique et nationale définie en 1965. Paris gagnant, et qui permet de se débarrasser dans un premier temps, fin septembre 1974, du général Spinola, le premier président de la République portugaise après le 25 avril, avec un passé cependant très encombrant. Après tout, il a observé les mouvements de la Wehrmacht lors du siège de Leningrad en 1941. Comme l'écrit alors Jean-Marc Dufour dans Prague-sur-Tage, chronique de la Révolution portugaise, 25 avril 1974, 25 avril 1975, Jean-Marc Dufour écrit ceci: en 5 mois, 25 avril 1974, 30 septembre 1974, le Portugal est passé de 1789 à 1793. Et en effet, de fin septembre 1974 au printemps 1975, s'ouvre une phase où tout devient possible, marquée par de grandes avancées sociales et l'échec des forces réactionnaires. À l'image de la tentative de coup d'État du général Spinola le 11 mars 1975, pour mettre fin au processus révolutionnaire en cours, le PREC. Ce processus, conduit par le MFA, via notamment le commandement Opération du continent, COPCON, dirigé par Otelo de Carvalho, qui devient
gardien de la Révolution, mais aussi ce processus dirigé par le général Vasco Gonçalves, Premier ministre dès juillet 1974, et par l'intersyndicale dominée par les communistes et par le PCP, qui, selon d'ailleurs les cahiers du CERES, le Centre d'études de recherche et d'éducation socialiste fondé par Jean-Pierre Chevènement, Didier Mottchan, Alain Gomez et Pierre Guidoni en 1966, et qui défend une union sincère de la gauche, eh bien ce processus qu'incarne le PCP en particulier est probablement encore le parti le plus nombreux, le mieux implanté dans la classe ouvrière, cellules d'entreprise, direction effective de nombreux syndicats, de l'intersyndicale. Vous voyez que même des socialistes comme Jean-Pierre Chevènement à l'époque reconnaissent le rôle majeur du PCP, sans compter bien sûr le MFA et l'intersyndicale. Eh bien c'est la raison pour laquelle les forces euro-atlantiques apeurées vont tout miser sur celui qui est le mieux à même d'empêcher le PREC d'aller à son terme, le socialiste Mario Soares. Ami de François Mitterrand, qui cherche à promouvoir l'union de la gauche en Europe du Sud, exilé à Paris, Soares peut compter sur un important soutien matériel et financier du Parti social-démocrate ouest-allemand, le SPD, à travers la puissante fondation Friedrich Ebert. Bien qu'acceptant de jouer la carte de l'unité avec le PCP après le 25 avril 1974 pour coller au MAS et en finir avec Spinola, Soares devient en fait très rapidement le chef de file de l'anticommunisme dans le pays, le plus à même d'attirer à lui des masses hostiles aux forces réactionnaires discréditées afin de contrer le PCP. Soutenu par les États-Unis, par la communauté économique européenne, qui veut vite intégrer le Portugal, et d'ailleurs Soares lui-même veut vite que le Portugal intègre la CE, mais aussi soutenu par les gouvernements sociodémocrates comme celui d'Helmut Schmidt, ou conservateurs comme le septennal Giscard d'Estaing, eh bien Mario Soares devient le chantre de la liberté et le diviseur du mouvement populaire et ouvrier au Portugal. Faisant de la tenue des élections législatives du 25 avril 1975 la priorité absolue afin de compenser sa bien moindre implantation au sein du mouvement ouvrier, eh bien Soares freine ainsi le processus révolutionnaire en agitant le spectre d'une démocratie populaire. Et il parvient à supplanter le PCP sur un plan électoraliste. Cette position à l'époque suscite de nombreuses critiques et interrogations, y compris de la part du CERES de Jean-Pierre Chevènement, qui dans un article intitulé « Du fascisme au socialisme, le Portugal au milieu du gué », article publié en mai 1975 dans les cahiers du CERES, écrit alors « Le recours au suffrage universel dans un pays dont un tiers de la population est analphabète et dominé par son clergé et ses notables, ne joue pas nécessairement en faveur de la démocratie. Et incontestablement, les élections d'avril 1975 jouent en faveur des forces anticommunistes, dont le PSP devient progressivement l'avant-garde. En outre, une affaire, la dite affaire Republica, du nom d'un journal important de l'époque, révèle le clivage croissant entre les partisans du PREC et ceux désireux comme Soares d'opter pour ce que l'on appelle le légalisme démocratique et de renvoyer au passage les militaires rouges à la caserne. Comme à son habitude, l'historiographie bourgeoise verse dans l'anathème, à l'image de l'ouvrage collectif Histoire du Parti communiste français, dirigé par Marc Lazare et l'anticommuniste de choc Stéphane Courtois. Ceux-ci affirment que le PCF soutient ardemment le PC local qui veut empêcher la publication d'un journal socialisant La Repubblica, alors que les socialistes français aident leurs camarades qui se mobilisent contre les menaces d'une dictature communiste. Dictature communiste ? Vraiment ? Ou plutôt affirmation du processus révolutionnaire en cours ? C'est ce qu'indique d'ailleurs le philosophe Arno Münster dans Révolution et contre-révolution au Portugal, en écrivant ceci. D'un côté de la barricade, la direction et le directeur socialiste se réclamant de leurs droits résultant de la loi sur la presse d'inspiration libérale adoptée en février 1975. De l'autre côté, un directeur provisoire démocratiquement élu par la base et les travailleurs du journal dans l'Assemblée générale, opposant à la légitimité formelle, la légitimité révolutionnaire, dérivée de la situation révolutionnaire régnant dans le pays. En somme, nous avons ici affaire à un conflit classique du travail, pour reprendre les termes du secrétaire général de la CGT de l'époque, Georges Segui. Georges Segui qui, lui, n'aurait pas hurlé au loup en faveur de Ruth Elcrive contre Jean-Luc Mélenchon. Mais un conflit classique du travail auquel s'ajoute un conflit politique et idéologique, car les typographes jugent à raison que la baisse croissante des ventes du Republica de l'époque résulte d'une ligne de plus en plus anticommuniste de la part de la direction du journal. C'est finalement l'été rouge 1975 qui fait tomber les masques et marque un tournant dans le processus révolutionnaire.
Dans l'ouvrage Les soldats socialistes du Portugal, le journaliste brésilien Márcio Moreira Alves, opposant au régime militaire brésilien instauré depuis 1964, révèle que le PS portugais désapprouve l'adoption d'un document guide, le plan d'action politique, PAP, qui accorde une place certaine aux organisations populaires chapeautées par le MFA, contrariant ainsi le projet d'une démocratie parlementaire. C'est la raison pour laquelle le Parti socialiste portugais, partisan d'un régime parlementaire bourgeois classique, quitte début juillet 1975 le gouvernement d'unité nationale de Vasco Gonçalves et exploite la dite affaire República pour appeler à l'aide les forces démocratiques du monde entier. Du monde entier, oui. Une véritable aubaine pour les États-Unis et pour toutes les forces réactionnaires, y compris en France, où tout à coup l'éditorialiste Philippe Tesson, rédacteur en chef du Quotidien de Paris, ouvre ses colonnes au quotidien portugais le 21 juin 1975, au nom de la liberté d'expression. Et pour cela, il publie un document faux, que fustige le CRS, un document tiré des poubelles de l'extrême droite italienne et qui n'était qu'une contrefaçon grossièrement déformée d'un article de Boris Ponomarev. Pour l'anecdote, Boris Ponomarev, c'était le secrétaire aux affaires internationales du Parti communiste du RSS. La ficelle est grosse, mais elle va fonctionner. Il s'agit de faire croire qu'il y a un complot du PCP pour imposer une terrible démocratie populaire au Portugal. Ficelle grosse, on l'a dit, mais la manœuvre fonctionne. Car Soares reçoit le soutien du PS français, mais avec de grandes réserves de la part du CRS, il faut le signaler. Et bien entendu, le soutien de la droite portugaise et européenne, acculant progressivement le Premier ministre Vasco Gonçalves, proche du PCP, et le poussant à la démission à la fin du mois d'août, au profit d'un militaire présenté comme modéré, Pinheiro de Azevedo. Le tournant a lieu, donc pendant cet été 1975, et est vivement critiqué par le CRS, qui fustige, à raison d'ailleurs, Mário Soares, qui veut faire croire que la révolution portugaise mène contre les libertés une offensive totalitaire. Et d'ajouter, le CRS ajoute, que la déformation systématique de l'affaire República a beaucoup contribué à l'isolement de la révolution portugaise, à l'éclatement du MFA et aux difficultés actuelles. Les difficultés de l'été 75 débouchent sur la tentative d'insurrection du 25 novembre 1975, de la part de parachutistes hostiles au remplacement d'Otelo de Carvalho à la tête du COPCON et son échec final. Un échec qui ouvre finalement la voie à la normalisation, puisque le 25 avril 1976, le PSP, le Parti socialiste portugais, triomphe avec 35% des voix aux élections législatives. Et le Parti populaire démocratique, PPD, obtient près du quart des voix. Intronisé Premier ministre fin juillet 1976, Mário Soares abroge immédiatement la loi qui instituait l'intersyndicale comme centrale syndicale unique, avant de réviser la loi sur la réforme agraire l'année suivante. 1977 marque d'ailleurs le tournant définitif, puisque Soares demande l'adhésion du Portugal à la CE en mars, avant de négocier une aide financière avec le Fonds monétaire international en juillet, puis de proposer un programme d'austérité et de rigueur en novembre. Renversé à la fin de l'année par la droite et le PCP, Soares forme finalement un nouveau gouvernement avec le Parti conservateur Centre démocratique et social début janvier 1978. Puis adopte un nouveau plan de rigueur et obtient une aide de 50 millions de dollars de la part du FMI au printemps 1978. Les archives sont cruelles pour le Parti socialiste français, qui donne une véritable bénédiction à la ligne Soares. Une bénédiction fustigée, condamnée par le CRS de Jean-Pierre Chevènement, qui tout en dénonçant le sectarisme du PCP, alors faux sectarisme en réalité, parce que en réalité le PCP a toujours cherché à assurer une unité des travailleurs portugais à l'époque, et tout en combattant les tentations gauchistes à même de servir les intérêts de la réaction. Eh bien le CRS peut fustiger le faux sectarisme, mais en réalité il charge surtout le Parti socialiste portugais dans ses cahiers en septembre 1975 en écrivant ceci. Quitter le terrain des institutions, après avoir si longtemps accordé un intérêt exclusif aux aspects gouvernementaux et électoraux du processus révolutionnaire. Choisir de porter dans la rue un affrontement PSPC présenté comme le seul choix offert au Portugal, alors que la droite était à l'affût d'une occasion de reprendre l'offensive. Refuser systématiquement toute concertation en vue de trouver une issue unitaire à la crise. S'obstiner quelles que soient les menaces qui, de l'extérieur ou de l'intérieur, pèsent sur la révolution. À ne voir d'adversaire qu'à gauche et à ne prendre pour cible que les communistes ou présumés tels.
Autant de signes d'un aveuglement chaque jour plus dangereux sur la situation réelle des forces sociales au Portugal et sur les risques de contre-révolution. Et au-delà, c'est le refus d'une évolution similaire en France qui est pointé, et qui arrivera, débouchant sur la féroce critique de la ligne Mitterrand, qui en réalité a déjà choisi le tournant de la rigueur bien avant les années 1982-1983. Car le CRS écrit ceci: le fait que des gouvernements à direction sociale démocrate et certains partis sociaux-démocrates d'Europe occidentale soutiennent le Parti socialiste portugais tout en attaquant la révolution portugaise entretient une grave ambiguïté à laquelle notre parti n'a pas à s'associer. Les socialistes de l'Europe du Sud ont au contraire pour responsabilité de démontrer, à l'occasion des événements du Portugal, que leur projet n'a rien de commun avec les formules travaillistes de gestion loyale du capitalisme. Il est à cet égard plus que surprenant que le parti français ait cautionné par sa participation un comité de soutien aussi manifestement lié par SPD et Labour Party interposés aux intérêts et aux intentions du capitalisme ouest-européen et de la diplomatie américaine. Ce seul fait amène à leur juste proportion les spéculations sur l'autonomie stratégique des partis socialistes d'Europe du Sud. Et finalement, le CRS conclut de la manière suivante. Le danger de démocratie populaire au Portugal a toujours été largement imaginaire. Si le PCP avait été, comme on le dit, entièrement maître de l'appareil d'État, du gouvernement, de l'armée, bref de l'ensemble de la structure de pouvoir, et prêt à imposer sa dictature, c'est dans le texte entre guillemets, il est incompréhensible qu'il soit réduit à la clandestinité dans la moitié du pays, et qu'il ait aussi faiblement résisté à l'offensive dirigée contre lui. Quelles qu'aient été les intentions de la direction du PCP, il est clair qu'il n'était pas le 10 juillet en mesure de monopoliser le pouvoir, le 10 juillet 1975. Il est également clair que c'est encore moins le cas aujourd'hui, c'est-à-dire à la fin de l'été 75. En ce sens, il n'y a pas et il n'y a probablement jamais eu de danger communiste au Portugal. À l'époque, il faut signaler d'ailleurs que le PCF de Georges Marchais, tenant d'une ligne véritablement marxiste-léniniste, avait adopté une position de défense objective et courageuse à l'égard du PCP. Voici donc les formidables leçons que révèle cette révolution avortée et qui font dire à Jean-Pierre Chevènement au congrès du Parti socialiste de 1977 à Nantes « ni périr, ni trahir ». Formule interprétée, à raison d'ailleurs, comme « ni périr comme au Chili, ni trahir comme au Portugal ». La trahison, le Parti socialiste portugais l'a incarnée avec le concours de toutes les forces euro-atlantiques, et notamment le SPD, la CEE, et le représentant de la CIA, Franck Carlucci, non avare en généreux subsides pour toutes les forces qui combattaient le communisme. Soares lui-même, ingrat envers ses camarades français qui l'ont appuyé mordicus, ne s'en cache pas. Quand en janvier 1976, alors que le PS français organise une conférence des partis socialistes d'Europe du Sud au Danemark pour chanter les louanges de son projet de troisième voie entre le communisme et la social-démocratie germano-britannique, eh bien ce Soares préfère se rendre aux États-Unis. Ce que fustige de nouveau, et à raison, le CRS, dans un article au titre révélateur « Les œillets sont coupés ». Dès 1974, indique l'article, Soares ne manquait pas de préciser que ses buts ne différaient pas fondamentalement de ceux des social-démocraties nordiques, dont on sait qu'elles ne pratiquent pas une stratégie de rupture avec le capitalisme, et que seules les conditions particulières au Portugal, et particulièrement l'existence d'un fort parti communiste, le conduisaient à adopter des voies différentes. Aujourd'hui, Soares va jusqu'à déclarer publiquement que du fait du recul du PCP, la situation portugaise se trouve de plus en plus semblable à celle des pays de l'Europe du Nord. De telles déclarations se passent de commentaires, conclut l'article. Le 25 avril 2020, Initiative communiste rappelait dans un article publié sur son site les obstacles, si ce n'est les ennemis, que le PCP, les franges progressistes du MFA et l'intersyndicale dominée par les communistes ont dû affronter dans le cadre du processus révolutionnaire en cours, le fameux PREC. L'Église, la droite réactionnaire et la fraction fascisante de l'armée. Le Parti socialiste portugais transformé en idiot utile de la CEE et des États-Unis. Les pressions du syndicalisme anticommuniste mondial. À l'image de la Confédération internationale des syndicats libres, dirigée alors par le syndicaliste ouest-allemand Otto Kersten. Les surenchères gauchistes débordant sans cesse le PCP et faisant de fait le jeu du PSP et de la réaction. Les partis socialistes d'Europe, naturellement, soit par la bénédiction morale et politique qu'apporte le PS français,
soit par le soutien matériel et financier très concret apporté par la puissante fondation Friedrich Ebert liée au SPD. Et évidemment, l'ACE, conduite à l'époque par le couple Giscard d'Estaing-Schmitt. La CIA, naturellement, derrière l'un de ses meilleurs émissaires, Frank Carlucci. Et puis enfin, le FMI, le Fonds monétaire international qui a mis sous coupe réglée le Portugal à l'instigation de Mário Soares. Ces obstacles sont toujours d'actualité, mais cette fois-ci profitent de l'absence d'un vrai parti communiste, en France notamment, fidèle au marxisme-léninisme comme l'était d'ailleurs le PCP d'Álvaro Cunhal et comme l'était le PCF au milieu des années 70 avant d'entamer sa funeste remutation lors des 22e et 23e congrès, abandonnant successivement la dictature du prolétariat, ça c'est en 1976, et le marxisme-léninisme comme référence idéologique structurelle, ça c'était en 1979. On voit aussi le manque d'une CGT de classe et de masse prête à mener le combat. À l'heure où l'extrême droite explose partout en Europe, y compris au Portugal, le mouvement néophyte Chega a réussi une spectaculaire percée lors des législatives de mars 2024. À l'heure où les forces communistes ayant renoncé aux enseignements du marxisme-léninisme s'écroulent. À l'heure où l'Axe UE-OTAN mène le monde vers la guerre généralisée via ses satellites ukrainiens ou israéliens. À l'heure où l'ordre euro-atlantique sombre toujours plus dans la fascisation en pulvérisant les libertés publiques, y compris la liberté d'expression en France de plus en plus, les conquêtes sociales, les services publics, les structures productives, et jusqu'à l'indépendance et la souveraineté nationale, il est plus que jamais temps de méditer les leçons de la Révolution portugaise, aussi bien de son échec final que des rouages et du processus qui ouvrait la voie à un authentique, finalement, avènement révolutionnaire. C'est ce que fait le pôle de renaissance communiste en France lorsqu'il propose de reconstruire un vrai parti communiste, en proposant de défendre un syndicalisme de combat et de classe, de rompre avec l'Axe UE-OTAN à travers le Frexit progressiste, et qui serait porté par une alternative rouge et tricolore, impulsée par les travailleurs, spécifiquement la classe ouvrière, et par une avant-garde franchement communiste. Bref, aux antipodes de l'électoraliste et confusionniste NUPES. Dans le fond, c'est le meilleur moyen de poursuivre l'œuvre des capitaines du MFA et du PCP, l'œuvre de la révolution des œillets, et l'œuvre de tous ceux qui, de Paris à Pékin et de Moscou à la Havane, ont mené un processus révolutionnaire. Et ainsi, nous ne pouvons terminer qu'en fredonnant encore la première strophe d'une chanson de Zeca Alfonso, artiste contestataire du régime dictatorial portugais, qui fut diffusée à l'aube le 25 avril 1974 et qui marqua le coup d'envoi de la Révolution. Grandola, ville brune, terre de fraternité, c'est le peuple qui commande chez toi, ô cité. Grandola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grandola, Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grandola, Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grandola, Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade,
jurei ter por companheira Grandola a tua vontade, Grandola a tua vontade. Jurei ter por companheira a sombra de uma azinheira que já não sabia a idade